Effectivement, sur cette session-là, l'idée c'est d'aller un petit peu au-delà du buzz. On avait énormément de choses ce matin et d'avoir un peu trois visions différentes autour du e-commerce et du retail. Je vais proposer à Sandrine de nous faire un petit récap un peu des trends sur le e-commerce. Tu as travaillé pour pas mal de marques et j'avais un peu envie d'avoir ton avis en ce moment sur qu'est-ce qui t'a accroché, qu'est-ce qui te semble intéressant en termes de e-commerce. Donc, en termes de e-commerce, en fait, on est quand même sur des tendances qui ont été assez fantasmées sur les quelques dernières années de mise en œuvre et qui, enfin, aujourd'hui, permettent d'être mises en œuvre facile avec des solutions plug and play qui sont arrivées sur le marché, qui sont complètement matures et qui rendent un petit peu indépendantes les équipes e-commerce et marketing digital des DSI et des plans très structurés des DSI. Voilà. Alors, comment ça marche ? Ah oui. Donc la première grande tendance, donc on en parle beaucoup et c'est une tendance qui se renforce et qui devient absolument nécessaire avec le déploiement de l'omnicommerce, c'est l'expérience client sans couture. C'est compliqué à mettre en œuvre en interne, surtout quand on a une activité e-commerce chez un gros retailer qui a démarré un peu en mode start-up avec une équipe assez séparée du business retail et exécuter une expérience client sans couture parfaite en omnicommerce, c'est vraiment complexe dans l'organisation interne à mettre en œuvre. Ça veut dire que tous les processus sont alignés, tous les plans marketing sont alignés, tous les plans promotionnels sont alignés, que le stock est remonté en front office quand on a un e-commerce qui déploie sur 15 à 20 pays, d'avoir un stock centralisé qui permet de refléter complètement le stock en magasin physique sur le e-commerce. C'est vraiment une prouesse technologique à mettre en place et c'est complexe parce qu'il y a du système d'information lourd derrière. Voilà. Deuxième autre grande tendance qui devient réalité enfin, donc le fabuleux big data comme un buzzword aujourd'hui. La smart data, c'est pas un buzzword pour le e-commerce. On ne peut pas piloter un site e-commerce et une croissance e-commerce sur plusieurs pays sans avoir mis en place des outils de smart data. En front office notamment. Il y a des solutions très simples et puis on est toujours sur une vision de piloter du e-commerce, c'est piloter de la data. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans des dispositifs omnicommerce, toujours la data est reine dans le e-commerce et redescend maintenant sur le retail puisque on voit des Google Analytics qui mettent en place des protocoles pour intégrer le trafic en point de vente physique sur les data Google Analytics du e-commerce. Donc on est capable de mesurer l'impact en fait des opérations e-commerce sur le trafic en magasin et même sur les achats en magasin quand on a connecté son CRM de la marque à son e-commerce. Voilà. Troisième tendance, donc l'auto-merchandising et l'hyper-personnalisation en temps réel. On l'a vu en fait dans tous les dispositifs présentés ce matin en magasin, sur les tablettes, la connexion et le digital dans les magasins. Sur le e-commerce, c'est devenu un prérequis. Pourquoi ? Parce que tous les pure players ont mis ces 2 et 3 dernières années en place des solutions d'hyper-merchandising adaptées et de personnalisation de l'emailing du CRM en temps réel avec des superbes solutions comme Tiny Clues, qui est une start-up française basée sur 10 années de recherche en mathématiques appliquées. On sait que les solutions sont là et en tant que retailer, votre activité e-commerce doit se mettre à la page. Donc c'est une grande tendance, c'est une tendance réelle déjà chez tous les pure players. Ne cherchez pas à faire votre merchandising e-commerce à la main comme on peut le faire dans le retail. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, un des grands risques du e-commerce, c'est la rupture et c'est clé. Donc l'auto-merchandising permet vraiment de adapter le front office aux besoins et aux envies du client et la personnalisation en temps réel a des impacts très très importants sur le taux de transformation. Et bien entendu, ça demande d'avoir fait la tendance 2 d'abord. Oui, d'abord la tendance 2, bien maîtriser ses métriques, ses analytics, et après la tendance 3, plugger en fait en front office des solutions légères qui transforment. Tendance 4, je vais un peu vite, le M-commerce, tout le monde en parle, ce n'est plus un fantasme, donc c'est vraiment le M-commerce, déployer des outils e-commerce sur le mobile. Parce que tout le monde ne parle pas web langue vivante voilà. 2. C'est l'ultime ATAWAD. Anytime, anywhere, any device. Donc c'est un mot de pur marketeur.
on est dans le monde réel. Parce que le client, l'utilisateur, a envie de pouvoir consulter quand il est dans sa rue des informations sur sa boutique poussées en géolocalisé. Et là, on se pose la question de qu'avons-nous fait ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart des solutions e-commerce ont été déployées en responsive design et pas en solution de site mobile. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne peut que pousser en mobile, en version mobile, le e-commerce qui est l'équivalent du desktop, alors que l'utilisateur, il a des besoins vraiment différents quand il est en mobilité. Et il y a aussi la perspective très très intéressante du taux de transformation sur tablette qui sont carrément extraordinaires. Les taux de transformation en e-commerce sur tablette sont supérieurs aux taux de transformation sur desktop et sont supérieurs aux taux de transformation sur mobile. Donc il y a des comportements différents de l'utilisateur et du client en tablette et en mobilité. Le client ne recherche pas la même chose. En mobilité, on poussera plutôt fortement. La tendance, c'est de pousser le consommateur et le client en boutique physique, alors que sur tablette, en général, il y a une consultation plutôt en soirée où on est sur du rêve et de l'aspirationnel. Quand les newsletters sont déjà compatibles sur mobile. Voilà. Cinquième tendance. Et cinquième tendance, donc allumer le feu, le social commerce passera par l'image. Donc on sait, on a validé, c'est assez récent, que les taux de transformation sur l'image partagée dans les environnements sociaux, en fait, sont bien meilleurs. Et enfin, on arrive à transformer du social commerce à partir des images. Et le e-commerce, en fait, pour en revenir au e-commerce, ce n'est que de vendre de l'image. Donc, soignez vos images, elles se partageront et elles transformeront à terme. Voilà. Bon, ça me fait une super introduction pour passer le micro à Stéphanie, puisque Pinterest c'est quand même un peu le réseau social, en tout cas de l'image, mais lié au e-commerce. Parce qu'après il y en a d'autres qui font que des photos, mais là pour le coup c'est photos, communauté et potentiellement commerce derrière. Alors Pinterest, on en a beaucoup entendu parler. D'abord par le succès aux États-Unis. Ça fait 2 ans maintenant que tu as pris 1 an et demi. 1 an et demi que voilà, tu as pris la direction sur la France. Et justement, on l'utilise tous plus ou moins. On voit de plus en plus de marques. On voit les boutons aussi maintenant épingler, pin it ce contenu. Ça en est où aujourd'hui Pinterest et qu'est-ce qu'on peut faire justement quand on est retailer avec Pinterest ? Alors, on peut faire beaucoup de choses, parce que c'est de l'image, mais de l'image qui se clique. Je vais peut-être reparler de l'étude Shareaholic avant de revenir sur qu'est-ce que Pinterest, mais pour rebondir dans la discussion, Shareaholic avait fait un panel en fait tous les trimestriels où Pinterest a vraiment une possibilité d'apporter du trafic en fait au site web et qu'on est le 2e social network référent avec 5% en fait de trafic apporté au site web dans la sphère social media et que tous les autres réseaux sociaux en dehors de Facebook sont en dessous de 1% avec des 0, quelque chose. Donc sur Pinterest, la grosse différence, c'est que Pinterest, c'est pas un outil de partage d'images. Ce n'est pas vraiment un réseau social. La notion sociale permet en fait de motoriser la découverte visuelle, l'idée en fait de bookmarker, de sauvegarder des choses qui m'intéressent, que j'ai trouvées sur le web, pour pouvoir sauvegarder ces idées inspirationnelles pour réaliser des projets ensuite. Donc très loin en fait de l'image qu'on a quelquefois de Pinterest quand on l'utilise pas. Et c'est cette notion en fait de Pinterest va aider en fait le consommateur dans sa vie à trouver en fait des idées qu'il ne savait même pas qu'il allait l'intéresser. Ça va aider de se dire ah mais tiens et si j'avais une vie plus saine, par exemple. Je vais commencer à avoir l'idée de vouloir changer de mode de vie, de mode de nourriture, de sport. Dans ces cas-là, je vais commencer à considérer, mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Je vais pouvoir ensuite me dire, ah mais finalement, je vais me mettre à faire de la course et je commence à aller plus dans mes préférences. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Je vais acheter une nouvelle paire de chaussures, je vais acheter des super leggings et je vais me lâcher en fait en termes de vêtements, par exemple, pour faire du super running tout en étant stylisé. C'est un inspiration network plus qu'un social network, quoi. Oui, c'est dans une utilisation personnelle, puisque c'est mon projet en fait que je vais essayer de nourrir, c'est ma vie que je vais vouloir transformer, et je suis projetée dans le futur et pas du tout projetée en fait sur le moment ou sur le passé. Et donc ce qu'on essaye de résoudre comme problème, et là où on peut aider vraiment les marques, c'est d'être dans la découverte, de permettre en fait d'insérer la marque en fait dans l'esprit de son consommateur à partir du moment où le consommateur va juste commencer à avoir l'intention de. C'est
pas au moment en fait où le consommateur sait mettre des mots-clés sur ce qu'il recherche. Il y a plein de moments dans la vie où on ne sait pas mettre de mots-clés sur des besoins. Par contre, comment je vais décorer ma maison, quel livre je vais lire ensuite, ça dépend des goûts, des couleurs de chacun. Ça dépend plus d'une démarche. Et comme on feuillette un magazine, on va découvrir quelque chose, on se dit ah et tiens et si. Pinterest permet de faire ça et permet aux marques d'être dans ce dialogue avec ses futurs consommateurs, avec cette target audience, dès le moment de la découverte et pas simplement au moment en fait où je recherche purement mon produit. Donc c'est une opportunité de positionnement de la marque, d'engager ses utilisateurs un peu plus sur de l'intention de l'acte d'achat. C'est pour ça qu'on apporte beaucoup de trafic en fait au site web, puisqu'il y a une véritable intention d'achat quand on sauvegarde en fait un élément en fait une idée sur Pinterest. Et puis cet apport de trafic. Du coup, alors, je sais que vous ne publiez pas forcément les chiffres par pays, etc., mais ça représente combien de personnes? On a entendu plein de chiffres un peu dans tous les sens. Alors, on ne donne pas de chiffres locaux, donc je vais rester sur des chiffres globaux. Donc, on a 30, déjà pour donner, en fait, par rapport à la plateforme, on a 30 milliards d'épingles sur Pinterest qui sont dans 750 millions de tableaux. Donc, on peut dire que tous les centres d'intérêt que peuvent avoir les Français ou les gens dans le monde sont représentés sur Pinterest. Donc, déjà, Pinterest, c'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. On a un tiers de nos nouveaux enregistrés sur Pinterest qui sont des hommes. Quand on regarde le nombre d'hommes qu'on a sur Pinterest, c'est plus grand que GQ, Sport Illustrated par exemple aux États-Unis, si on prend le marché américain. En tout dans le monde, c'est 70 millions d'utilisateurs actifs et c'est un chiffre qui vient de Comscore qui ne représente que l'usage sur le PC, pas l'usage mobile, alors qu'on a 75% d'usage sur le mobile. Et je rebondis sur ce que disait Sandrine, où le consommateur utilise beaucoup dans des moments de temps mort, le soir, quand je rentre chez moi, qu'est-ce que je vais faire à manger, utilise beaucoup Pinterest. Donc l'utilisation en fait du mobile est très favorisée grâce à ça. Et on est disponible dans plus de 30 langues, on est présent dans 5-7 pays. Avec des bureaux, tu veux dire. Comment ? Je veux dire, avec des bureaux. Avec des bureaux, voilà. Alors, effectivement, trois petits conseils que tu pourrais donner aux retailers avec Pinterest. Alors, très rapide, très haut niveau. Je regardais un peu ce qui s'est fait en fait aux États-Unis avec des grands retailers comme Target, Macy's, Nordstrom. Je vous remontrerai des exemples après de comment on peut utiliser quand on est un retailer physique Pinterest. Mais grosso modo, finalement, il y a 3 choses qui sont intéressantes. Déjà, en termes de market objectives, pourquoi utiliser Pinterest? Déjà, c'est recruter en fait votre audience cible. C'est vraiment faire en sorte qu'elle vous connaisse et pas simplement en fait pour dire que vous êtes une marque et que vous faites des super choses, mais surtout parce que vous nourrissez les inspirations, les idées, les projets du futur de votre clientèle. Vous les nourrissez leur centre d'intérêt. Et c'est comme ça que vous allez réussir à les recruter et à les engager. Le deuxième point, donc justement, l'engagement, qui permet en fait qui se mesure essentiellement en fait sur l'intent, sur l'intention en fait de l'acte d'achat, qui est le mieux représenté par le fait de sauvegarder quelque chose que j'ai retrouvé sur le site web en fait de la marque, du retailer, de l'e-commerçant, que je vais sauvegarder sur mon propre compte, ce qui est un signal en fait très très fort d'intention d'achat. Parce que pour ceux qui utilisent Pinterest, vous le savez, on n'épingle jamais quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on aime à moitié. Il y a toujours une relation très très forte avec le contenu qu'on épingle. C'est toujours quelque chose qu'on a envie de faire ou qu'on a envie d'acheter. Après, il y a des moments dans la vie où on n'a pas toujours en fait les moyens sur le moment ou le temps de réaliser en fait quelque chose. Et puis l'apport de trafic, puisque Pinterest peut vraiment apporter en fait un trafic significatif en fait vers les sites web. Ce qui est là une très grosse différence avec un Instagram qui va être aussi des très belles images, mais la très grosse différence c'est que Pinterest c'est une image qui est d'ailleurs peut être une vidéo ou un gif animé, mais surtout il y a une description et un lien. Et le lien dans l'épingle est la chose qui nous différencie le plus en fait avec les autres réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous pouvez toujours cliquer sur cette épingle pour retrouver l'information sur le site d'origine. Donc c'est ça qui permet essentiellement en fait de créer le trafic vers les autres sites. Et donc les 3 recettes, c'est vraiment sur cette
sur ce cycle, en fait, ce tunnel en fait, de conversion de l'acte d'achat permet d'insérer la marque à tous les moments en fait, où le consommateur sur Pinterest s'intéresse à quelque chose qui est plus ou moins proche de votre produit. Mais vous devez créer en fait, des points de contact sur les différents en fait, moments de ce tunnel de conversion ou d'acte d'achat. Et donc même au moment où on est dans l'idée, où on est plutôt dans et si je considérais ça, au moment où on est comme dans un magasin où Pamela parlait de ses compagnons, on est en train de juste regarder. Comme dans un magazine, vous mettez une publicité dans un magazine pour que les gens s'intéressent à vos produits. Quand on feuillette un magazine, c'est pour trouver des idées sans qu'on ait une recherche particulière. Pinterest, c'est exactement ça. Et donc vous avez cette opportunité d'utiliser cette notion de découverte pour vous connecter en fait avec votre audience. La deuxième point, en fait, c'est vraiment de penser l'image, je pense que Sandrine en parlait aussi, de penser l'image comme étant quelque chose d'utile. Les images qui sont sur vos sites web, sur vos sites d'e-commerce, doivent être épinglables et doivent apporter quelque chose à vos utilisateurs. Donc il faut toujours se mettre en fait à la place de l'épingleur qui va vouloir nourrir ses centres d'intérêt, réaliser des projets, être créatif par rapport à sa vie, et comment en fait par l'image et par rapport au contenu qui est sur votre page, comment vous stimulez en fait cette intention de réaliser quelque chose avec ce que vous pouvez lui fournir. Donc il faut des descriptions, il faut faire des listes, il faut que le call to action sur l'image et le texte qui est fourni soit très clair. Et un bon photographe. Et la troisième recette Et le troisième, c'est vraiment comprendre votre audience. Donc on a un super outil d'analytics. Quand on a un ça, site c'est web, nouveau parce que c'était pas disponible au début. Hein. Ça a été lancé. On avait une première version, mais qui vraiment n'apportait pas grand-chose. Là, on a lancé l'été dernier en fait une version en fait qui permet vraiment de rentrer dans le détail de qui est votre audience, quels sont ses taux de reach, quels sont ses taux d'impression, quels sont les taux de clics, comprendre quel est le contenu qui marche le mieux, comprendre justement quel est le format d'image qui marche le mieux pour mes différentes catégories, quelle est mon audience. Et ça, je peux le découper par rapport à ce que les gens prennent de mon site web, puisque vous êtes tous présents sur Pinterest. Il y a beaucoup d'épingleurs français qui déjà prennent du contenu, épinglent du contenu de votre site web pour le mettre sur Pinterest. Après, vous pouvez le favoriser, et je vous incite à le favoriser en intégrant le pin it button, qui permet en fait de simplifier en fait cet acte de sauvegarde en fait d'une information pertinente. Mais tout ce qui vient de votre domaine, vous pouvez l'analyser et voir ce que les gens font et consomment en fait de votre site web, et ce que vous faites avec votre community management, avec votre profil Pinterest, dans votre manière de l'animer, qu'est-ce qui résonne en fait avec l'audience de Pinterest, et à partir de là, qui sont des méthodes très traditionnelles de start-up américaines, c'est test and learn, tout le temps itérer, tout le temps faire des tests pour s'améliorer. Merci beaucoup Stéphanie. Je vais passer la parole à Jonathan. Alors Jonathan, c'est intéressant parce que toi tu attaques de l'autre côté complètement. Donc c'est pas le social ou le virtuel ou le e-commerce. Toi tu vas dans le dur parce que en fait t'as travaillé sur ta société travaille sur beaucoup de bornes connectées ou de photomatons ou de choses donc qui vont être dans la vraie vie, qui vont d'ailleurs être utilisées, un peu terrorisées par les utilisateurs et qui vont devoir absolument. En fait, continuer de marcher. Absolument. Donc nous on est parti de la photo. Donc aujourd'hui on a plus de 500 000 photos qui ont été prises en un peu plus de 2 ans. On est présent partout en Europe et également en Asie, Corée et Tokyo. Et en fait, nos clients qu'on a accompagnés sur du mobilier connecté en partant de la photo, nous ont demandé de travailler sur d'autres mobiliers type miroir. Donc typiquement ce que vous avez vu avec Rebecca Minkoff, absolument, mais aussi des tables connectées et ainsi de suite. Donc nous en fait on est considérés comme des ébénistes digitaux, donc c'est du travail très concret où on va rentrer dans les boutiques. Et donc on a segmenté notre offre en Connected Photos, Connected Things. Et donc là on va parler plus de l'expérience consommateur en boutique. Sachant que par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent, nous, sur le terrain, on ne se retrouve pas totalement dans le retail connecté, comme vous le voyez, car tous les consommateurs ne sont pas connectés, c'est pas vrai. Quand vous allez en boutique, vous n'avez pas des personnes avec leur téléphone portable et ainsi de suite. Tout le temps, en tout cas. Pas tout le temps. Donc ça, je pense qu'il y a... Ça vient, mais en tout cas, on n'y est pas encore. Le digital, c'est quelque chose de froid.
Donc la photo et d'autres moyens, comment est-ce qu'on peut le réchauffer? Et ça, pour les marques de luxe, c'est une vraie problématique. C'est qu'un écran, perdre le contact avec une personne de l'œil, quand on vend une montre à plusieurs dizaines de milliers d'euros, un bijou, etc., c'est un problème pour eux. Donc avoir des tablettes, peut-être, mais comment? Ensuite, privilégier des gestes normaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les caméras 3D où on va commencer à faire des trucs improbables en boutique, ça ne marche pas. Donc typiquement, nous, on va venir connecter des objets qui ne le sont pas. Donc par exemple, si tu prenais cette bouteille sur cette table, tout d'un coup, tu serais immergé dans l'image de la bouteille, tu aurais des infos, tu aurais des choses comme ça, mais sans savoir que c'est toi forcément qui l'es initié. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pas mal pour les marques de cosmétiques. Et puis les grosses bandes passantes partout en 2015, c'est clairement pas vrai. Tout le monde va nous dire oui, il y a Internet, et en fait, mais quand que ça soit ta borne, ça marche pas. non, mais que ça soit chez les gros opérateurs téléphoniques, et on a 2 gus qui viennent avec des box maison pour nous mettre une petite bande passante, que ce soit dans les aéroports parisiens, que ce soit etc. Internet est un vrai sujet. C'est-à-dire que souvent, on va se retrouver avec un câble RJ45, mais qui est branché à rien 20 mètres plus loin. Donc ça, c'est l'habitude de gérer. Ça, c'est voilà. Quelques exemples concrets. Il y en a plein. On a récemment fait quelque chose pour Hermès à Charles de Gaulle. Typiquement, on arrive et malgré l'assurance, parce que souvent, ce qu'on dit à nos clients, c'est qu'il faut vraiment qu'ils réfléchissent nos 10 derniers mètres. Quels sont nos 10 derniers mètres et comment ça va se passer. Et en fait, c'est là où tout de suite, ça devient assez concret pour eux. Mais Internet reste un gros souci en France, en tout cas. Alors, voici les bénéfices du mobilier retailtainment qu'on a identifié avec nos clients à travers ces années. On est parti d'un outil de com, partage Facebook, Twitter, Pinterest, etc. Et aussi, c'est un moyen pour les marques de parler directement aux consommateurs sans passer par un vendeur qui n'a pas forcément les dernières infos, etc. Donc, du coup, le mobilier va permettre vraiment une interaction directe entre la personne et le client. Évidemment, c'est un outil drive-in store, donc on va faire du couponing, on va faire des choses comme ça. Outil CRM très important. Et puis, récemment, on a rajouté une brique vente, qui est en fait la dernière Berlin, brique. Tu as fait un test, c'est ça? Alors, on a fait un test avec Berlin, mais là, c'était plus sur du photomaton avec Magnum Photo et PayPal, où en fait, on a eu que des transactions PayPal pour l'achat des photos. On a eu plusieurs milliers de clients, je ne vais pas dire combien. Mais ça évite quoi? De te faire racketter le photomaton? Alors, ça a plusieurs avantages. Déjà, CRM, on a une trace très précise grâce à PayPal de qui sont les consommateurs, d'où ils viennent, quels sont leurs paniers, et ainsi de suite. Et ça va jusqu'au numéro de portable de la personne si on veut. Ensuite, évidemment, ça nous permet d'avoir en temps réel notre panier, et donc on peut voir les chiffres du jour, quels sont les photographes les plus appréciés, et ainsi de suite. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le futur du mobilier connecté fait que le point de friction qui est aujourd'hui la caisse, et aujourd'hui la caisse automatique où on va doucher son truc tout seul, ça va être le mobilier en boutique ou le miroir. C'est-à-dire que j'essaye un habit, je l'aime bien, hop, je l'achète directement depuis le miroir, je sors, je rends les habits que je ne prends pas, je monte mon ticket de caisse, on enlève l'antivol et je ne passe plus par une caisse. Donc l'idée, c'est de ralentir ce point de friction. Dernier point assez pragmatique, aujourd'hui, côté client, on voit typiquement que vous venez nous rencontrer en fait en équipe qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. On a des équipes e-marketing, digital, donc ça c'est nos premiers clients, mais souvent ils vont venir avec des gens du retail qui parlent en mètres carrés, qui n'ont pas du tout les mêmes budgets, qui n'ont pas du tout les mêmes attentes, et souvent le responsable produit. Et en fait, on voit qu'on est vraiment un trait d'union entre le réel et le virtuel, et que nos clients aujourd'hui sont 3. Et notre travail de conseil, c'est de voir comment justement on va les accompagner à travailler sur un meuble qui va fonctionner pour ces 3 entités. Et donc typiquement là, on va sortir quelque chose pour l'Occitane dans le mois qui vient.
qui sera que vous verrez. Voilà. Donc là, juste 2-3 exemples pour. Donc pour 2-3 conclure. exemples pour que vous voyez en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de partir sur du mobilier tel que vous en avez aujourd'hui. On n'est pas dans du tout écran, on n'est pas dans des surfaces froides qu'il va falloir venir toucher. Donc évidemment, il y en a, mais le fait de prendre un produit va initier un acte digital, CRM et jusqu'à la vente. Donc là, typiquement, c'est Yves Saint Laurent qu'on accompagne depuis plusieurs années. Donc là, vous prenez un produit sur une table et tout d'un coup, vous êtes complètement immergé dans ce produit sans savoir que c'est vous qui avez initié le how-to, les vidéos et ainsi de suite. Donc en fait, voilà, je m'intéresse juste à quelque chose et d'un seul coup, tous les écrans vont. Tout à fait. Nous parler de ce produit et donc on va être plus à même. Et puis on peut avoir des tips, des how-to, on peut imprimer des fiches produits instantanément. Donc ça, c'est un miroir qu'on a fait avec PayPal où justement on essaye un produit avec un système de tag RFID, le produit apparaît, on peut l'acheter directement depuis le miroir qui est tactile. Et voilà, ça c'est l'expo Magnum du coup qui est en train de tourner. Ça c'est quelque chose qu'on va lancer en crowdfunding, ça va être plutôt rigolo dans le mois qui vient. Puisqu'on a travaillé avec un maltier indien sur ce projet-là et on essaye de recréer l'expérience du Petsval Caméra qui a levé plus d'1 million en quelques jours. Donc voilà. en gros, ébénistes digitaux et donc si vous voulez faire des choses un peu sur mesure, connectez-vous avec Jonathan, il a plein de bonnes idées et plutôt beaucoup d'expérience. Voilà. On n'a pas de site internet, on est invisible. Voilà, donc attrapez-le maintenant parce Donc que sinon vous avez vous le retrouverez 06 qui est là et on a un showroom dans le 6e à côté du Jardin de Luxembourg. Voilà. Merci beaucoup, merci à Sandrine, Stéphanie, Jonathan, piloté par Emmanuel.